Ce programme vous est proposé par Castel Beer. Castel Beer, le goût de la réussite. Les brasseries du Cameroun. En général, mes journées commencent avec une bonne dose d'inspiration. Je rencontre, j'apprécie, je découvre de nouveaux talents. En fin de journée, l'inspiration est toujours là. Hey, c'est tout! Et je suis fier de servir cette Afrique qui regorge de talent. Castel Beer, le goût de la réussite. Les brasseries du Cameroun. L'exaltant voyage que nous conduisons depuis une dizaine d'années en vue de vous aider à construire votre carrière nous amène aujourd'hui à la 115e halte du magazine Carrière. Comme d'accoutumé, un parcours édifiant pour vous inspirer travail, succès et persévérance, mais également la mise en lumière des innovations pertinentes avec bien sûr des conseils et astuces pour vous aider à développer de nouvelles compétences. Mesdames et messieurs, le magazine Carrière ce soir revient donc avec un contenu tout aussi alléchant qu'inspirant, je vous l'ai dit. Découvrons les prémices des sujets qu'on va voir dans ce sommaire que signe pour nous Laurent Bock. Au sommaire du magazine Carrière ce soir, faites vos courses en toute liberté grâce à l'application Sendbon, un porte-monnaie électronique que nous présente Dieudonné Bonda dans la rubrique Entreprendre. En Success Story, découvrez le parcours, les combats, les rêves pour le continent africain et les ambitions de Sa Majesté le Prince Koumandoumbé III. Le promoteur de la Fondation Afrique Avenir se livre dans un entretien portrait exceptionnel. Dans le coaching du mois, plein feu sur le sens de l'innovation. C'est la 9e qualité d'un leader d'impact que présente le coach Roland Kouemen. Si vous nous rejoignez à l'instant, mesdames et messieurs, c'était le sommaire. Installez-vous, nous commençons tout de suite. Nous sommes à l'ère de la digitalisation et contrairement à ce que l'on pourrait penser, elle n'est pas qu'occidentale ou asiatique précisément. En Afrique, comme au Cameroun, il y a des personnes qui ont le sens de l'innovation et la capacité de proposer des services, mais précisément des applications qui vous permettent, mesdames et messieurs, de faire vos achats, courses et autres transactions en ligne. C'est donc le cas de l'application Sendbon, mise en place par Dieudonné Bonda, qui nous raconte cette belle aventure dans la rubrique Diaspora. Vous l'aurez compris, il revient de là-bas avec quelque chose d'utile pour la communauté. Je suis Dieudonné Bonda, je suis né à Bafang dans les années 80. J'ai fait mon parcours au Cameroun, j'ai eu mon baccalauréat, j'ai suivi mes études universitaires au Cameroun en biochimie. Puis je me suis rendu en Belgique et en Belgique j'ai complété ma formation en fabrication des produits pharmaceutiques. Et par la suite, je me suis orienté vers les finances parce que j'aime bien tout ce qui est finance. Alors j'ai fait des études en comptabilité, je suis un comptable. Au jour d'aujourd'hui, je travaille comme coordonnateur dans une industrie biopharmaceutique. Et là, il y avait une urgence compte tenu du contexte. Donc je travaille sur la fabrication des vaccins. Et à côté, je suis l'un des promoteurs du produit Sendbon. Sendbon, c'est une application qui permet de transférer de l'argent sous forme de bons. C'est une application qui fournit aussi un point de vente pour les partenaires pour pouvoir accepter le bon comme mode de paiement. Comment ça marche? Je prends l'exemple de quelqu'un qui a reçu un bon et qui se présente chez un partenaire comme celui chez qui je suis actuellement, chez Santa Lucia. Il prend une marchandise et après il se présente à la caisse, il utilise son bon qui fait scanner avec le point de vente pour débiter le montant de la transaction. La particularité de l'application, c'est que quand madame a fait la transaction, il y a un historique. Ça montre l'historique de la transaction qui vient d'être faite. Ça s'inscrit aussi bien chez le partenaire
que chez le client. Mais il y a encore une autre particularité, c'est qu'il y a un compte qui permet de voir le solde de l'ensemble des transactions que madame a effectuées. Et ce solde-là est aussi visible dans le compte principal qui est dirigé par le manager. Et une fois que la recette aura été versée chez le partenaire par Saint-Bonne, le compte reviendra à zéro. Saint-Bonne apporte la rapidité. Parce qu'immédiatement, quand le bénéficiaire reçoit son bon, il peut se rendre dans le réseau de Saint-Bonne et faire son paiement immédiatement. Saint-Bonne apporte aussi la facilité parce que l'utilisation du système est assez simple et facile à utiliser et rapide. Saint-Bonne apporte surtout la sécurité parce que nous avons utilisé le système d'authentification bancaire en ligne pour sécuriser le système et permettre à son détenteur de l'utiliser comme il veut, quand il veut et en toute sécurité. C'est un porte-monnaie, électronique qui a une valeur et qui est rechargeable. Ça veut dire que quand vous utilisez votre bon jusqu'à atteindre un certain montant et que vous souhaitez recharger, vous pouvez le recharger pour de nouvelles utilisations. Et Saint-Bonne est un système polyglotte. On émet plusieurs types de bons sur Saint-Bonne. Il y a des bons d'achat qui sont destinés à utiliser dans des supermarchés pour payer le transport. Mais il y a aussi des bons cash parce que la mentalité n'est pas encore telle qu'on peut éliminer l'utilisation d'argent en liquide. Il y a aussi des bons de carburant pour les entreprises. Les entreprises peuvent utiliser les bons de carburant de Saint-Bonne pour pouvoir permettre aux chauffeurs de consommer des carburants sans qu'on ait besoin d'envoyer un personnel sur le terrain pour pouvoir faire consommer aux chauffeurs. Des bons santé qui sont des bons qui sont utilisés uniquement dans le secteur de la santé. Donc Saint-Bonne, c'est vraiment ce réseau qui rassemble toutes les structures fiables qui sont dans le pays pour permettre aux utilisateurs lorsqu'ils ont une difficulté ou bien ils ont un besoin, qu'ils sachent que dans le réseau de Saint-Bonne, ils ont là le lieu de trouver des structures où ils trouveront un service, les meilleurs services en quelque sorte. Je ne vais pas faire des accusations infondées. Je ne me suis pas encore véritablement rapproché des autorités ni des banques pour un accompagnement quelconque. Mais nous entendons nous diriger vers les autorités, en l'occurrence le ministère de la Santé, parce que le bon de santé peut être très utile au ministère de la Santé pour pouvoir apporter un soutien dans le domaine de la santé à l'ensemble des Camerounais. Dans 5 ans, ce que nous voyons devant, c'est l'épanouissement des Camerounais, l'épanouissement des Africains, la joie d'utiliser un système facile, un système rapide, un système sécurisé, mais surtout une entreprise qui va permettre à l'ensemble des Camerounais de s'initier à l'outil informatique, à la programmation et à l'encodage. Message aux compatriotes qui sont dans la diaspora comme moi, je vous invite à revenir au Cameroun, à revenir en Afrique, saisir l'opportunité qu'il y a. Nous savons très bien qu'en diaspora, tout n'est pas rose, ce n'est pas le Eldorado comme beaucoup le pensent. Le Eldorado pour moi, aujourd'hui, c'est en Afrique, c'est au Cameroun. Il y a beaucoup d'opportunités et je vous invite à revenir au Cameroun, vous saisir de ces opportunités. Bienvenue à cette nouvelle session de coaching. Ce soir, nous vous parlerons de comment choisir une école en France et bien évidemment, comment être admis dans cette école. Pour la première partie, comment choisir une école en France. C'est un jeu. Il vous suffit tout simplement de vous rapprocher
avec une bonne connexion Internet, sur le site Internet de l'école, vous rassurez déjà, est-ce que la formation que je désire faire est dans l'école? Est-ce que le coût de la scolarité de l'école répond aux attentes de mes parents? Est-ce que les diplômes délivrés par l'école sont des diplômes reconnus à l'international? Est-ce que l'université a des débouchés ou des ouvertures après la diplomation? Bien évidemment, après avoir posé toutes ces 4 questions, vous faites face maintenant à la critique de l'école. Vous allez sur sa page Facebook, vous verrez le nombre d'étoiles qu'il va bénéficier. Une école sur 5 étoiles ayant 4 est une très bonne école. Nous parlerons maintenant dans la deuxième partie de comment être admis dans une école non connectée. Les écoles non connectées sont celles que vous ne trouverez jamais sur des plateformes liées à la recherche d'université à l'étranger. Alors, pour le cas des écoles non connectées, nous prendrons un cas pratique, le cas du groupe d'écoles FIGS. Pour l'admission dans cette école, il vous suffit tout simplement d'aller sur le site FIGS, postuler, c'est-à-dire écrire à l'école sur le désir et le choix de votre filière, de votre programme. Par la suite, vous aurez un retour de l'école. Après le retour de l'école, vous devrez compléter votre candidature, soit sur place dans nos bureaux, ou dans leur bureau ici, sur place au Cameroun, ou partout ailleurs à l'étranger. Après cela, vous devez passer un entretien. L'entretien se fait par Skype ou en présentiel, en fonction du calendrier des écoles. Après votre admission à l'école, vous devrez bien évidemment faire une avance de scolarité. Si cette école remplit votre budget, après l'avance de scolarité, vous devez passer à Campus France pour la validation de votre projet pédagogique. Le projet pédagogique ici doit cadrer avec vos études précédentes, votre projet professionnel et votre projet de carrière. N'hésitez surtout pas, après le passage Campus France, de monter votre dossier visa et de déposer soit au consulat général de France à Douala, soit à Yaoundé. Et au bout de 10 jours, vous aurez un retour. Après votre admission, pour le cas des écoles du groupe FIGS, n'hésitez pas de faire le paiement du deuxième acompte. Après cela, bien évidemment, une fois en France, l'école prend le relais sur votre intégration proprement dite. Surtout, n'hésitez pas, osez votre avenir. En général, mes journées commencent avec une bonne dose d'inspiration. Je rencontre, j'apprécie, je découvre de nouveaux talents. En fin de journée, l'inspiration est toujours là. Hey, c'est tout! Et je suis fier de servir cette Afrique qui regorge de talents. Castel Beer, le goût de la réussite. Les brasseries du Cameroun. Nous poursuivons la présentation de cette édition depuis la ville aux 7 collines et nous sommes précisément sur celle de Ngouaïkele qui est réputée pour être la colline du savoir. C'est que nous allons à la rencontre d'une personnalité iconoclaste et très originale. C'est un historien, un politologue, mais également un écrivain, un passionné de l'histoire africaine. Il tient à ce que les Africains, je le souligne, connaissent leur histoire et puissent avoir leur identité. Le professeur Koumandoumbé III, mesdames et messieurs, vous allez le voir, est titulaire de 3 doctorats, mais également est éditeur de plusieurs publications, avec aujourd'hui en projet une fondation qui entend redonner à l'Afrique, aux Africains, leurs lettres de noblesse. Voici la trajectoire exceptionnelle qui nous raconte dans cette édition de carrière. Il choisit de partager avec nous sa passion pour le continent africain, de retracer l'histoire qui, vous allez le voir, part de l'époque coloniale, post-coloniale et contemporaine. C'est un combattant qu'on va découvrir. De quoi donc nous inspirer pour affronter, mesdames et messieurs, le monde avec une authenticité qui est la nôtre, mais surtout des savoirs qui nous permettent de mieux nous imposer à l'échelle internationale. Voici en exclusivité l'entretien portrait que le professeur Koumandoumbé III, devrais-je ajouter Sa Majesté, a accordé à l'équipe de carrière Georges Nel Messi, Arnold Dahl et Alain Kwam. Signe cet entretien portrait, regardez la success story. Panafricaniste convaincu. Parce que toute son action me semble orientée vers cela de tout temps. Et ses écrits, ses dires, ses attitudes, son vécu, tout est tourné vers ça. Moi-même, je me dis,
J'ai fait une postgraduate studies sur le sud-ouest, sur le génie. Hein. À cause de ça, je me dis, ok, lui, il est un génie avec tous les pros et contras. Je suis un combattant de la dignité de l'homme d'Afrique. C'est avec un sourire non fin que nous reçoit en cette mi-journée-là le prince des Bel et Belé à son domicile à Bonabéry, Douala. Bien que légèrement affaibli par la maladie, le prince Koumandoumbé III a accepté de nous raconter son parcours atypique. C'est donc assis sur son trône, entouré des photos de son père Ndumba Koum et Kouma Mbappé, ou leur prison, son grand-père, qu'il entame avec nous un voyage au cœur de sa vie. Une vie de combat, celui pour la dignité de l'homme africain. C'est un combat qui me tient à cœur. Enfin, c'est un combat qu'on m'a donné en héritage. On me l'a donné en héritage, que ce soit mon grand-père, Lok Prizobel, que ce soit mon propre père, Ndumba Koum III, qui a vécu toute cette période de lutte pour l'indépendance du Cameroun. On m'a donné tout ça, ces combats en héritage. Très très jeune, très très jeune. Ma grand-mère, une des femmes de Lok Prizo, parce que lui il avait 28 femmes, elle était la 20e, elle ne cesse de te répéter « Papa Obina Wandowe Djanyala Soué ». Papa Obina Wandowe Djanyala Soué. C'est-à-dire, tu es petit là et tu dis « Mais est-ce que tu sais que c'est toi notre chef ?» Est-ce que tu sais que c'est toi notre chef? C'est-à-dire qu'on met ça dans la tête que tu dois assumer tes responsabilités. Alors, quand on hérite de tout ça, c'est difficile de s'en débarrasser. Pas de temps pour les jeux et les balades d'enfants. Koumandoumbé est un prince et il doit très vite le comprendre. Tété, comme l'appellent les membres de la cour et le peuple Bel et Belé dont il est le prince, a l'obligation de bien se tenir en société et de comprendre les enjeux et défis majeurs de cette dernière. Pour son instruction, il entre très tôt à l'école publique de Bonabéry avant de filer en Europe, en Allemagne plus précisément, à l'âge de 15 ans. J'ai fait l'école primaire de Bonabéry, qui existe encore aujourd'hui. À l'époque, enfin tel que nous on a grandi, tu es quoi? Tu es Douala, tu es Bamileke, tu es Boulou, tu es Aoussa. On a vécu comme ça sans problème. Mais aujourd'hui, ça a complètement changé. Les gens sont dans leur espace tribal. Ils se réfugient dans leur espace tribal. Ce n'est pas ce que nous, on a vécu. Donc, mon directeur ici, c'était M. Bita. Bon, après, quand mon père est décédé, mon oncle qui était à Ebolova m'a pris là-bas pour que je continue mon école primaire. Donc, j'étais à Ebolova. C'est après que je suis allé donc, au lycée Leclerc. Après le lycée Leclerc, je suis venu ici au collège Alfred Sacker. Et du collège Alfred Sacker, bon, de la 5e, c'est là où je suis donc parti en Europe. Je vais là-bas, je ne parle pas un seul mot d'allemand. Je viens, tout le monde parle allemand. Wonderful. Il fallait gérer ça. Donc on m'a donné une dame de la noblesse bavaroise qui pouvait donc me donner des cours 3 fois par semaine, des cours d'allemand. Et j'avais 6 semaines pour apprendre l'allemand avant la rentrée scolaire. Mes parents allemands me disent que non, l'Afrique a besoin d'ingénieurs. Donc on te met dans une école de mathématiques et de sciences. Donc j'entre donc dans ce lycée de maths-sciences. Là, il fallait faire mathématiques modernes, physique, chimie pendant 6 ans avant de faire le bac. Tous les cours étaient en langue allemande. Tous les cours étaient en langue allemande. Donc moi, j'ai un bac maths-sciences allemand. Son baccalauréat scientifique en poche, Tété décide de poursuivre son cursus en France pour se rapprocher du Cameroun et de sa culture linguistique. À l'université de Lyon qu'il intègre, il se spécialise en études germaniques et en sciences politiques pour commencer.
S'il doit abandonner les études en sciences politiques, le génie du prince lui permet très rapidement de brûler de nombreuses étapes en filière germanique. Maîtrise au bout de 3 ans grâce à une dérogation spéciale du ministre de l'Éducation nationale français et surtout un double doctorat en histoire et études germaniques après avoir manqué le concours d'agrégation pour une histoire de panne de mobilette. J'entame le doctorat et je mets mes professeurs dans l'embarras. Moi, je leur dis que moi, je veux faire une thèse sur Hitler. Je veux savoir ce que, si Hitler avait gagné la guerre, qu'est-ce qu'il aurait fait des Africains? Puisque dans les cours, on nous parlait de la Shoah, et des Juifs, de tout ce que Hitler faisait contre les Juifs de la Deuxième Guerre mondiale, comment il s'est passé. Mais j'ai dit, mais je ne voyais pas les Noirs, c'est la place des Noirs dans tout ce massacre-là. J'ai dit, donc, tous les professeurs me disent que oh, moi, je ne suis pas compétent. Je ne peux pas te diriger. Comment? Et ils me disent, change de sujet. Je dis, non. Moi, je veux savoir, qu'est-ce que Hitler aurait fait des Africains? À ce moment-là, alors, mon chef de département me dit, va au département d'histoire. Il me fait un mot, je vais là-bas. Chaque professeur aussi dit que lui, il n'est pas compétent. Les plans de Hitler en Afrique, non, Hitler n'avait pas de plan en Afrique. Donc, eux, ils ne peuvent pas gérer ça. À la fin, c'est le chef de département, le professeur Maurice Garden, qui dit, écoute, moi, je n'y comprends rien, mais je vais te diriger. Je vais donc en Allemagne et je vais voir tous ces grands professeurs sur la Deuxième Guerre mondiale, sur Hitler. Tous me disent que Hitler ne voulait pas aller en Afrique. Je dis, mais il y a quelque chose qui me dérange. Si Hitler a fait tout ça contre les Juifs, l'Afrique existe. Ils me disent, non, Hitler c'était un raciste, il voulait aller à l'Est. C'est-à-dire Union soviétique, etc. Il voulait aller à l'Est. Il ne voulait pas aller. Moi, je continue seulement mes recherches. Et je fais mes recherches quand on a 2 semaines de vacances scolaires en France, c'est là où je vais aux archives du ministère des Affaires étrangères à Bonn. Ou alors je vais à Freiburg aux archives militaires. Et je voyais qu'il y a quelque chose qui me manquait. On n'arrivait pas à trouver les vrais documents. Et je me suis dit, mais c'est Berlin qui était la capitale. Mais Berlin était divisé en 2. Il y avait Berlin-Est et Berlin-Ouest. Et Berlin-Est, c'était la République démocratique allemande, et c'est eux qui avaient les vraies archives. Moi, j'écris donc une lettre, petit Africain. J'écris donc une lettre. Il y avait un professeur qui était très sympathique, le professeur Helmut Stöcker, à Berlin-Est. Par lui, donc, je passe, et il envoie ma demande au comité central du Parti communiste allemand. Et c'est le Parti communiste allemand qui donne l'autorisation que j'ai accès aux archives de Berlin-Est. J'entre donc dans ces archives-là. J'ouvre tous les documents de Hitler, les documents de la chancellerie, les documents de ses différents ministères, et c'est là que je découvre les plans immenses que Hitler avait sur l'Afrique. Et c'est-à-dire que comment il entendait, après la guerre, comment il entendait gérer l'Afrique. Et comment il collaborait avec l'Afrique du Sud. Parce que l'Afrique du Sud, de l'apartheid, il ne faut pas oublier à l'époque de la ségrégation. Donc, ils étaient avec Hitler comme ça, pour que tout le continent africain soit comme l'Afrique du Sud de l'apartheid. Je découvre donc dans ça, mais je dis, mais c'est pas possible. Comment est-ce que tous ces professeurs me disaient que je ne vais rien découvrir? Et c'est là où j'ai découvert les plans économiques, les plans politiques, la restructuration politique. J'ai même découvert, et malheureusement jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas pu faire ce travail, tous les agents secrets que Hitler envoyait sur tout le continent africain. Là où ils étaient, ce qu'ils devaient faire, les rapports, j'ai tout ça. Nous avons tout ça à la bibliothèque Cheikh Anta Diop, dans les archives. Mais moi-même, je n'ai pas vraiment pu faire encore un travail là-dessus parce que je n'ai pas le temps, malheureusement. Malgré toutes les difficultés, notamment celles liées à ses conditions de vie, Kouma Ndoumbe réussit son pari. Sa thèse sur les plans de Hitler pour l'Afrique
est retenu et son travail fortement apprécié par le jury. J'ai fait ma thèse et le jour de la soutenance, ma thèse c'était le professeur Léon de la Sorbonne qui était le président du jury de thèse. Alors, je défends donc ma thèse et quand le jury revient, vous savez toujours le jury se retire, et quand le jury revient, ils me disent qu'on vous donne donc le titre de docteur, mais on vous donne 2 doctorats. Parce que votre travail est aussi bien un doctorat en histoire qu'un doctorat en études germaniques. Ils disent on ne le fait pas, mais on le fait exceptionnellement, parce que votre travail là même, c'est déjà la moitié d'une thèse d'État. Mais c'est une thèse de 3e cycle. C'est ça que le professeur Léon dit. Donc moi-même, c'est comme je n'ai même pas rêvé de ce genre de choses-là. Donc j'ai obtenu le titre les 2 doctorats là le même jour. Ce professeur Léon, comme ils avaient lu ma thèse avant, ils ont alerté le comité d'histoire de la Deuxième Guerre mondiale qu'il y a un Africain là qui a fait un travail qui bouleverse tout ce qu'on savait et jusqu'à présent sur Hitler et l'Afrique. Et c'est comme ça que Henri Michel, le président du Comité international d'histoire de la Deuxième Guerre mondiale, m'appelle donc et il me coopte comme membre du Comité international d'histoire de la Deuxième Guerre mondiale. J'étais le seul noir. Et comme moi, je ne représentais aucun pays, je ne représentais pas le Cameroun, puisque les autres, c'était toujours les présidents du comité français, le président du comité américain, le président du comité russe, etc. Ils m'ont donc coopté à titre individuel. Et c'est comme ça que je m'assois avec les généraux qui ont fait la Deuxième Guerre mondiale, les généraux russes, les généraux américains, etc., etc. Ces 2 doctorats en poche et malgré de nombreuses propositions en France et en Allemagne, Kouma-Ndoumbe, qui doit succéder à Ndoumba Koum sur le trône des Bélé, décide de rentrer au Cameroun. Quand je rentre donc après les écoles, tout ce que j'ai fait en Europe, un jour à 4 heures du matin, on vient me réveiller, on vient me chercher. Et quand je viens donc là où les anciens m'amènent, je trouve donc qu'ils sont tous réunis. Et ils me disent que on attendait que tu rentres. Et maintenant, tu dois prendre tes responsabilités et nous te consacrons. Chef traditionnel des Bélé. Avec un rituel. À l'époque, quand je rentrais, il y avait encore un de mes neveux, Enis Koumbel, qui était sur le trône. Bon, même lui-même, il savait que bon, c'était quelque chose de provisoire. Il avait dit à ses enfants, si je meurs, je ne veux pas que vous vous mêliez de cette histoire. Bon, alors donc, je prends donc les choses et je dis à la famille que, attention, moi je ne vais pas créer des conflits ici. Je suis rentré et j'attends que le neveu qui est sur le trône parte en paix. Et une fois qu'il sera en paix, donc je vais prendre mes fonctions. J'étais à l'époque à Yaoundé, à l'université. Et quand donc il est parti, non seulement toute la famille Bonakoum, mais toute la famille de Bonambapé, ils ont donc fait les rituels qu'il faut, ils ont fait les papiers qu'il faut, etc. J'assume mes fonctions et je pense que chaque fois que je pose des actes, ce sont des actes durables par la volonté de mes pères et de mes mères. Direction le mausolée de Locke Prison. Tété tient à nous montrer où repose son grand-père. Un lieu chargé d'histoire qu'il a à sa manière assez singulière, consacré à tous les combattants contre la colonisation au Cameroun. Soyez les bienvenus. C'est notre mausolée.
Donne-moi seulement 2 secondes. Ate kuma ba pabelo ado. Banune Batekum Larmongo. Emiana na wane batu. Babel na canal de international. La somia mesa. Banga. Banga kum. Batete kumandumbe. Mnandumba kumlontela mbani na poesu nani. Nyobe na msango. Na somia mesa. Na poe na bato na canal de. Ne mettez mon bemese na som. Ici c'est Locke Prizobel qui a donc été le premier au Cameroun à dire non par écrit le 28 août 1884 que lui ne veut pas la colonisation chez lui et qu'on le laisse tranquille. Que les Allemands qui ont donc osé mettre leur drapeau sur ce sol qui viennent d'enlever ça, sinon lui-même il va enlever. Et quand les Allemands, donc le consul allemand a eu la lettre, la nuit il est venu lui-même enlever. Et c'est le lendemain donc qu'ils ont bombardé partout. Ils ont bombardé le palais, mais ils n'ont pas trouvé grand monde parce que comme Locke Prizobel savait qu'il y avait la guerre, il a fait évacuer tout Bunaberi. Ils sont partis jusque chez les Abors. Et c'est là-bas donc que les Allemands sont venus après pour négocier un traité de paix. C'est le premier traité de paix qui a été signé avec les Allemands. Cet endroit-ci est devenu un endroit mythique parce que nous célébrons ici régulièrement la mémoire de Locke Prizobel, d'autant plus qu'il n'était pas le seul au Cameroun. Parce qu'on dit toujours que les Allemands sont venus ou bien les Européens sont venus. Non, ça ne s'est pas passé comme ça. Il y a eu des résistances partout au Cameroun. Et c'est pour ça que nous avons, pour honorer tous ces Camerounais qui ont résisté, nous avons fait ce grand tableau et chacun peut venir vérifier chez lui qui a résisté contre l'entrée du colonisateur. On dit toujours qu'il y a eu le traité du 12 juillet 1884. Mais il y a eu 95 traités, il n'y a pas eu un seul traité. Le traité qu'on appelait le traité germano-camerounais, que les historiens camerounais ont tribalisé en disant traité germano-douala. Mais aussi aucun document vous ne trouverez le nom du traité germano-douala. Donc, il y a eu 95 traités de paix avec les Camerounais pour que l'Allemagne puisse asseoir son autorité. Mais c'était toujours les traités de paix après la guerre, après les résistances. Je souhaiterais que ça entre enfin dans les programmes scolaires. Parce que c'est là où on voit que les Camerounais n'ont pas accepté. Ici, ça c'est l'extrême nord. Ici, c'est le centre. Hein? Et vous voyez, première résistance, 1900, contre Hans Dominique. Deuxième résistance, etc. Parce que même parfois, quand les gars étaient vaincus, ils se repliaient pour reprendre le combat de la résistance. Qu'on ne veut pas de colonisation chez nous. Inscrire la véritable histoire de l'Afrique dans la mémoire collective pour rétablir le continent dans ses droits sur l'échiquier planétaire. Voilà un combat que mène Tété Koum depuis 50 ans déjà, sans discontinuité. Pour lui, il est clair que l'Africain ne peut retrouver sa dignité que lorsqu'il aura conscience de sa place dans l'histoire. Les choses ont été travesties beaucoup, malheureusement. Vous savez, si vous êtes mon fils,
vous êtes en détresse, vous m'appelez, quel que soit l'endroit où je suis, je vous entends. Mais si on déclare seulement par décret que vous êtes mon fils, vous allez parler, je ne vais pas vous entendre. Je ne vais pas vous entendre. Et c'est ça le drame un peu de ce qui se passe à plusieurs endroits aujourd'hui. Et c'est dramatique parce que vous avez besoin de ces profondeurs. Vous avez besoin, c'est-à-dire que quand vous appelez votre père, vous appelez votre mère, qu'elle réponde. Mais s'il n'y a plus de réponse, c'est que vous faites une espèce de simulacre, que vous parlez avec eux, ça ne va pas donner. L'Africain est perdu parce que c'est une politique voulue. Vous devez être perdus, vous les Africains. Parce que si vous n'êtes pas perdus, vous allez maîtriser votre continent. Et si vous maîtrisez votre continent, les autres ne peuvent plus venir faire ce qu'ils font. C'est impossible. Donc c'est ça le vrai problème. Et l'enfant aujourd'hui de l'école primaire, de la maternelle jusqu'à l'université, on ne lui apprend pas qui il est. Il doit se contenter de ces superficialités qui viennent d'ailleurs. Et pour porter son combat, le prince met sur pied à son retour d'Europe la Fondation Afrique à venir, un véritable laboratoire consacré à la promotion de la richesse et de la diversité africaine, avec une mise en valeur des savoirs et des connaissances du continent comme leitmotiv. On voyait Cheikh Anta Diop, parce que Cheikh Anta Diop, quand même, il a fait un travail monumental, contre vent et marée, seul contre tous. Il a réussi. C'est pour ça que quand on entre à Afrique à venir, on voit la bibliothèque Cheikh Anta Diop, section jeunesse, et puis on voit le génie africain. Parce que l'Afrique ne va se relever que si elle a du génie. Et elle a du génie. On a créé cet espace qui accueille tout le monde. Et le principe, c'est que qu'est-ce que les Africains inventent? Qu'est-ce que les Africains produisent? C'est-à-dire, ce n'est pas ce qui vient de l'étranger. Bon, ça c'est seulement une petite démonstration. Ceux qui ont la priorité ici, c'est les écrivains. Mais bientôt, il y aura l'artiste. On est en train de négocier avec le ministère des petites et moyennes entreprises et de l'artisanat pour que l'artisanat soit très bien représenté ici. Et vous voyez ici, ça c'est la campagne d'Afrique à venir Berlin. Tous nos objets de culte et d'art, comme les Allemands étaient les premiers colons ici, ils ont amené chez eux et on leur demande par notre présence sur place à Berlin qu'il faut que tout ça rentre. Vous voyez, Freedom of Movement, et ça c'est le trône du roi Bamoun, Njoya qui est à Berlin. On dit, mais est-ce que ça vous appartient? Est-ce que ça appartient à la Prusse? Bon, et là on leur demande, Beutekunst betrachtet, avez-vous pensé à tous ces raps culturels que vous avez fait à Berlin? Il y a 4 étages au musée, à un musée de Berlin, il n'y a que les choses du Cameroun dedans. 4 étages, sur 4 étages. À son retour en 1979, le prince est recruté en qualité d'enseignant à l'université de Yaoundé. Il a la lourde tâche de bâtir le département d'études germaniques et enseigne également au département d'histoire. Parmi ses premiers étudiants, Achille Mbembe. Entre-temps, il intègre l'association des poètes et écrivains du Cameroun et en devient le président. Il s'insurge contre la censure en vigueur à l'époque et écrit au président de la République Amadou Ahidjo. Il reçoit comme réponse une invitation pour les écrivains camerounais à rédiger des textes de louanges pour le régime en place.
Face aux multiples réticences et à la difficulté à faire publier certains de ses textes en Europe, il décide de fonder sa propre maison d'édition en 1983 qui loge au cœur de sa fondation. Après le succès retentissant de sa première publication, L'Afrique relève le défi, vendu à plus de 5000 exemplaires, la maison d'édition Afrique à venir s'évertue à donner la parole à des écrivains de tous bords. À ce jour, ce sont donc 400 auteurs de plusieurs nationalités qui ont été publiés. Nous publions aussi dans plusieurs langues. Je m'étais dit que non, si on crée une maison d'édition, il ne faut pas qu'on soit comme une espèce de caisse de résonance. Donc, la plupart des maisons d'édition ici publient en français. Bon, peut-être aussi un peu en anglais. Mais nous, ici à Afrique à venir, on publie en français, en anglais, on publie en allemand et on publie dans 28 langues camerounaises et africaines. L'Afrique est en guerre. Il n'y a que les Africains qui ne comprennent pas ça, que l'Afrique est en guerre. Que les autres ont, c'est-à-dire que font une guerre généralisée contre les Africains. Et l'écriture, c'est une arme. Donc vous, Camerounais, Ivoiriens, Congolais, etc., vous voulez donc fourber les armes pour votre peuple. Et vous croyez que c'est l'autre qui va publier ça? Auteur particulièrement prolixe, le prince Ndumba Koum III compte à son actif un peu plus de 80 ouvrages et articles scientifiques publiés. Du premier article publié par Jeune Afrique en 1971 au dernier, une constante. Le combat pour la restauration de la dignité de l'Africain. Un combat que l'auteur s'est donné comme ligne conductrice dans un ouvrage écrit alors qu'il n'avait que 24 ans. Le jour où j'ai eu 24 ans, je me suis retiré. Je dis, qu'est-ce que tu veux faire de ta vie? Il faut que tu écrives ça. Le 1er novembre 1960, j'ai dit, tu dois te retirer. Je me suis retiré toute la journée. Qu'est-ce que toi, tu veux faire de ta vie? Et j'ai donc écrit, c'est pour ça que vous voyez ici, Testament d'un jeune Africain. Et c'est ça que je poursuis jusqu'aujourd'hui. Alors, madame que vous avez vue tout à l'heure là, quand elle a lu ce livre et elle a lu le programme actuel d'Afrique à venir, elle a dit non, c'est exactement la continuation de ce que je voulais faire quand j'avais l'âge de 24 ans. Parce que je terminais ce texte en disant, je vais me prendre au sérieux. Quand je verrai que ce que j'ai décidé à l'âge de 24 ans, je vais le poursuivre à 30 ans et même à 70 ans, que je serai toujours en train de poursuivre cela. Donc quand elle a vu donc ça, et c'est là où elle a donc mis ce programme 2015-2022, le programme de 7 ans que nous sommes en train de mettre en application et qui correspond donc à mon testament quand j'avais 24 ans. Il faut différencier, ça c'est 80 livres publiés. Mais il y a d'autres livres qui sont dans l'ordinateur, qui ne sont pas encore publiés. Que ce soit en français, que ce soit en douala, que ce soit en allemand. Actuellement, il y a encore, mais bon, il faut avoir la force et surtout le temps de pouvoir s'asseoir sans qu'on soit dérangé. Pour qu'on achève, et j'espère que Dieu va me donner la force pour que ces livres qui sont dans l'ordinateur puissent sortir. Et parmi les ouvrages dont le prince est particulièrement fier après 50 années de publication, cette série de 18 volumes déjà publiés portant sur le Cameroun précolonial. Le résultat d'entretiens menés avec des patriarches camerounais dans les années 80. Ici, c'est la voix des vieux Camerounais. Quand j'ai commencé à enseigner à Yaoundé, en Guayaquil en 1979, je me suis rendu compte très vite que mais on utilisait quoi? Les textes des Européens pour enseigner. Mais tu enseignes au Cameroun, en Afrique, et c'est les textes des Européens que tu prends pour... J'ai dit, il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Donc, j'ai fait une équipe pluridisciplinaire. Il y avait des professeurs d'histoire, des professeurs d'études germaniques, des professeurs d'économie, d'anthropologie. On a sillonné tout le Cameroun.
toutes les provinces du Cameroun et on a interviewé 176 vieux Camerounais qui avaient entre 80 et 110 ans pour leur demander le Cameroun c'était comment avant que les Blancs n'arrivent ici. Et quand les Blancs sont arrivés, qu'est-ce qui s'est passé? Donc nous avons déjà publié 18 volumes et chaque vieux on l'interroge dans sa langue. C'est-à-dire le Bassa en Bassa, ici le Douala en Douala, ça ici, ça c'est les Ewondo en Ewondo, mais on traduit en français ce qu'ils ont dit. C'est-à-dire, donc vous avez, je ne sais pas si il y a un qui est ouvert là, oui. Oh, pardon, celui-ci est ouvert. Vous voyez, il y a ce que le vieux a dit. Ce que le vieux a dit en audio, et ça a été fait le 14 décembre 1983, cette interview. Et ça, c'est un Bakoko DDA. Alors, on met ça en Bakoko DDA. Ensuite, on traduit en français, ou alors on traduit en anglais après, et on traduit après en allemand. Parce que les Allemands aussi doivent savoir ce que les Camerounais pensent de l'époque là. Nous avons déjà publié 18 volumes comme ça. Mais le travail n'est pas fini parce qu'en tout, il y a 40 volumes qu'il faut publier. Alors ça coûte les yeux de la tête. Il a fallu qu'une structure allemande, une fondation allemande, comprenne ce cri-là et nous permette de travailler jusqu'à publier les 18 volumes. En outre, la Fondation Afrique à venir, dans laquelle est également logée une école doctorale avec plusieurs jeunes Africains qui parachèvent leurs études supérieures, a organisé de nombreux colloques internationaux. Pour Tété Koum, le but reste unique. Permettre aux jeunes Africains de prendre connaissance de leur histoire si riche en déconstruisant les mensonges répandus à travers les âges sur la place du continent dans l'histoire de l'humanité. Il y a un assassinat planifié quelque part, ce que j'appelle le génocide intellectuel et spirituel des peuples africains. Quand Christophe Colomb est venu en Amérique, n'est-ce pas, il a trouvé des Noirs là-bas, des Noirs d'Afrique, que ces Noirs d'Afrique sont tombés du ciel. Quand le roi du Mali, Kankan Moussa, n'est-ce pas, depuis Malindi, c'est-à-dire qu'il est parti en Amérique pour découvrir l'Amérique. Est-ce que Christophe Colomb était là? Bon, maintenant, ce ne sont pas des histoires. Ce ne sont pas des histoires, ce sont des faits historiques. Pourquoi on ne met pas ces faits historiques dans les livres d'histoire? On dit que c'est Christophe Colomb. Quand Christophe Colomb est venu, lui-même, il dit qu'il a trouvé des Noirs. Ces Noirs tombés du ciel. Nous faisons ces petites expositions pour mettre les scientifiques, d'où qu'ils viennent, au défi. Qu'ils viennent nous dire le contraire. Et on va ouvrir le débat scientifique. Non, c'est ça. Vous voyez, le nettoyage à sec, la transplantation des reins, etc. La construction des tunnels pour voies ferrées électriques. Vous voyez que ce sont les Noirs. Mais est-ce que vous apprenez ça à l'école? Même à l'université, est-ce qu'on va vous dire ça? Logée au sein de la Fondation, la bibliothèque Cheikh Anta Diop, où nous achevons notre visite avec le prince, est une véritable cave de trésors historiques. Ici, là, c'est les livres de la période coloniale allemande. Et nous avons l'habitude de sortir ce petit livre-ci. Vous voyez le premier maître d'école. Le premier maître d'école Cristal que les Allemands ont envoyé ici. Et vous voyez, le livre est de 1897. 1897. C'est le premier maître d'école. Nous, on n'est qu'une toute petite structure très modeste. Mais ça, c'est un combat que le gouvernement africain ont l'obligation de prendre. Ils ont l'obligation parce que il faut que nos peuples sortent du sous-développement intellectuel et spirituel. Enfin, de l'esclavage surtout spirituel. À bientôt 75 ans, et bien qu'affaibli par la maladie, Sa Majesté le Prince Alexandre Koum Ndoumbe III
professeur émérite des universités en études germaniques et histoire, n'a toujours pas l'intention de prendre sa retraite. Cet homme calme, généreux, accueillant, au sourire paternel et protecteur, poursuit ses rêves dans la lignée et sur le chemin qu'il s'est tracé depuis 50 ans. Un rêve qu'il sera particulièrement fier de raconter à ses illustres aïeuls, Kouma Mbappé et Ndumba Koum, au jour de leur retrouvaille. Voilà où nous allons, si Dieu le permet, la maison de la Renaissance africaine. C'est ça notre projet actuel. Puisque vous me demandez quand est-ce que je vais arrêter, on va d'abord faire ça, avant que je n'arrête. Il faut une maison de la Renaissance africaine où quand on entre, vraiment avant qu'on ne sorte, on se soit ressourcé. Si vous nous rejoignez, nous sommes dans la bibliothèque Cheikh Anta Diop. Nous sommes au sein de la Fondation Afrique à venir avec Sa Majesté Prince Kouma Ndoumbe III, qui est notre invité en Success Story, avec qui nous allons achever cette longue balade autour de sa trajectoire et de ses réalisations. Majesté, entre tout ce que vous faites, vos responsabilités en tant que chef traditionnel, vos travaux scientifiques, votre emploi de temps de manager ici à la Fondation, est-ce que vous avez encore le temps pour vous-même? C'est pas facile. Mais c'est pas aujourd'hui que j'ai commencé. Puisque j'ai 9 enfants, hein. J'ai eu le temps de faire 9 enfants et de les élever. Je souhaiterais tellement aussi avoir du temps libre pour moi. Je souhaiterais tellement avoir, mais c'est difficile. Parce que, vous comprenez, moi j'ai fait des choix de vivre chez moi, malgré toutes les conditions. Parce que si j'avais accepté de vivre en Allemagne ou de vivre en France, les choses auraient été différentes. Mais j'ai accepté de vivre ici, très conscient des handicaps. On assume parce que si on ne fait pas ça, qui va... Ce pays-ci, ces pays africains doivent changer, doivent évoluer. Mais il faut quelques-uns qui acceptent, qui ne sont pas là pour penser à eux-mêmes d'abord, à qu'est-ce qu'ils peuvent accumuler, et vite, vite là. Il faut quelques-uns qui acceptent, pour ainsi dire, de ce sacrifice, parce que c'est un sacrifice essentiel et existentiel. Encore une fois, pas pour seulement les Africains. J'ai un livre qui doit sortir là. Le titre, c'est « Tu ne diras plus que tu ne savais pas ». Tu ne diras plus que tu ne savais pas. J'essaie encore une fois d'apporter ces vérités qui sont importante pour l'humanité. Majesté, quel est le conseil que vous donnez à la jeunesse camerounaise qui vous regarde ce soir et partant à la jeunesse africaine? Qu'est-ce que vous leur laissez en héritage? Pour ma petite personne, j'ai quand même publié 80 livres, sans compter les articles qui sont plus de 150. Donc, il y a un héritage qui a été constitué, au moins à ce niveau. Maintenant, il y a cette Fondation Afrique à venir, parce qu'il faut des structures durables. L'Afrique à venir existe depuis 1985. Nous sommes en 2021. Donc il faut des structures durables et on est ouvert tous les jours, malgré les hauts et les bas. Tout ça, c'est l'héritage. C'est l'héritage visible que vous pouvez toucher. Mais au-delà de l'héritage visible, vous avez l'héritage spirituel. C'est-à-dire faire découvrir à cette jeunesse-là les profondeurs de l'Afrique. En 2050, les Africains seront déjà plus de 2 milliards. C'est-à-dire un citoyen sur la Terre sur 4 sera africain. 2050, est-ce que c'est loin? C'est pas loin. Nous sommes en 2021. Et en 2100, si les choses continuent à évoluer comme ça, un habitant terrestre sur 3 sera africain en 2100. C'est-à-dire que la jeunesse d'aujourd'hui a une responsabilité extraordinaire. C'est pour ça qu'il faut lui donner les éléments de base et arrêter de les divertir. Parce que l'avenir, c'est en Afrique. Dieu nous a tellement bénis. On nous a d'abord exterminés avec l'esclavage, etc. Mais aujourd'hui, nous revenons. Et puis, vous avez un sous-sol généreux. Et le plan des autres, d'avoir une Afrique sans les Africains. Puisque c'est ça le plan des autres. C'est seuls les Africains qui ne savent pas ça. Mais quand vous allez dans les documents, etc.,
Vous savez que leur rêve, c'était d'avoir une Afrique sans les Africains, pour en faire un paradis terrestre, comme ils disent. Bon, mais maintenant, ça n'a pas réussi. Les jeunes, là, ils seront... D'abord, il faut qu'ils vivent dignement. Dignement au niveau matériel, au niveau spirituel, au niveau intellectuel. Il faut... Et c'est possible, c'est faisable. Donc je dis à ces jeunes, arrêtez de vos divertissements là, arrêtez toujours de regarder ailleurs. Parce que l'avenir est ici. Et les autres le savent. Et toutes leurs stratégies, que ce soit les stratégies politiques, militaires, économiques, ils savent que l'avenir est ici. Donc, leur calcul, c'est comment maîtriser quand même les Africains dans ce mouvement futuriste. Il faudra aussi que nos gouvernements soient armés de courage. Ils ont besoin d'un courage politique fort pour défendre les Africains et les peuples africains. Il faut arrêter d'avoir ce rêve que je dois aller en Beng, je dois aller en Beng, je dois traverser le désert, ou bien je dois épouser un vieux blanc, etc., etc. Il faut arrêter des conneries comme ça. Excusez-moi le terme. Parce qu'on ne leur a pas fait comprendre que l'avenir est ici. Et quand ils vont comprendre que les chances sont ici, l'Afrique va se transformer en très peu de temps. Merci beaucoup, Majesté, d'avoir accepté de nous raconter votre histoire, votre parcours, en espérant vous souhaiter une bonne santé. Merci beaucoup. Merci d'être venu. Si vous avez pris bonne note de toute cette histoire qu'a partagée avec nous le professeur Kouma Ndoumbe, je vous invite maintenant à développer davantage de nouvelles compétences en améliorant notamment votre sens de l'innovation pour être un véritable leader d'impact. Roland Kouemen est coach en développement personnel et en ressources humaines et nous donne dans cette édition de carrière des astuces et conseils pour être un bon leader d'impact avec un véritable sens de l'innovation. Voici ces conseils et astuces dans la rubrique coaching. Bienvenue à la rubrique coaching. Nous sommes toujours dans cette longue série remarquable des 10 façons d'agir en champion ou alors les 10 qualités des leaders d'impact. Lors de l'édition précédente, nous avons parlé de l'attitude positive. Aujourd'hui, nous parlerons de l'esprit d'innovation. On dit toujours que le temps change les choses, mais en réalité, le temps ne fait que passer et nous devons changer les choses nous-mêmes. En effet, l'innovation est ce qui distingue un leader d'un suiveur. Gutenberg n'a pas attendu le développement du marché du livre pour inventer l'imprimerie. Alors, comment innover? 1. Nous devons cultiver notre potentiel d'innovation. Les organisations et les entreprises agiles ont besoin des champions inventifs. Or, il n'est pas besoin de posséder des dons créatifs innés pour être innovateur. En 2, nous devons favoriser l'innovation de rupture. Ce type d'innovation a souvent pour effet de remettre totalement en cause les positions établies, car le chemin est semé d'embûches. En 3, nous devons innover par expérimentation. L'expérimentation est un puissant accélérateur de l'innovation. En 4, nous devons renouer avec l'ingéniosité pour doper notre capacité d'innovation. Longtemps considérés comme des acteurs à faible valeur ajoutée, aujourd'hui on peut voir que les pays émergents font preuve d'une capacité d'innovation tout simplement remarquable, dont l'innovation n'a rien à voir avec les moyens financiers. En 5, des idées à l'action. Le principal obstacle à l'innovation et à la conduite du changement n'est pas la difficulté à trouver des idées pertinentes ou originales. C'est tout simplement de savoir les concrétiser, c'est-à-dire passer à l'action. Chers leaders, vous avez pu le constater que l'innovation est à la base de toute transformation. Je vous invite à quitter votre zone de confort. Pour cela, nous devons passer de la motivation à l'action.
S'inspirer du parcours des autres, acquérir continuellement de nouvelles compétences et connaissances. Voilà qui, mesdames, messieurs, va vous permettre de réussir dans votre vie. Et surtout, il faut garder comme devise le travail, la persévérance et la recherche permanente de l'excellence. Vous l'avez compris, nous sommes parvenus au terme de cette autre édition du magazine Carrière. Nous espérons vous avoir inspiré toutes ces valeurs et vous avoir encouragé pour que vous puissiez vous également connaître le succès dans toutes vos initiatives. N'oubliez pas, continuez à respecter les mesures barrières, protégez-vous contre le coronavirus. Mesdames et messieurs, l'équipe de production conduite ici sur ce plateau par Alain Kouam, le réalisateur du magazine Carrière, vous souhaite donc une belle soirée. Rendez-vous dans un mois pour une prochaine édition du magazine Carrière. Ce programme vous a été offert par Castel Beer. Castel Beer, le goût de la réussite. Les brasseries du Cameroun. En général, mes journées commencent avec une bonne dose d'inspiration. Je rencontre, j'apprécie, je découvre de nouveaux talents. En fin de journée, l'inspiration est toujours là. Hey, c'est tout! Et je suis fier de servir cette Afrique qui regorge de talent. Castel Beer, le goût de la réussite. Les brasseries du Cameroun.